Bon, alors on revient à cette image. Peut-être un deuxième endroit où il y a une biodiversité extraordinaire, c'est le sol, oui, j'ai entendu dire. Alors, on aurait pu parler du sable de plage, il y a pas mal de choses entre les grains de sable. Mais effectivement, c'est le sol. Et dans le sol, effectivement, il y a une vie microbienne très importante, une vie qui est faite notamment de champignons. Alors, les champignons, vous allez me dire, c'est pas des microbes, hein, parce que je les vois à l'œil nu. Oui, non, ce que vous voyez à l'œil nu, c'est chez certains champignons la partie reproductrice qui produit des spores. Et les spores, bon, les spores sont de toutes petites cellules qui font de l'ordre de 10 millièmes de millimètre. Et ces spores, elles germent en filaments, des filaments qui grandissent et qui se ramifient. Ouf, voilà. Ces filaments font donc 10 millièmes de millimètre, ils se ramifient, ils se recollent entre eux, regardez. Et ils font un réseau microscopique, pas visible à l'œil nu, qu'on appelle le mycélium. Si on ne le voit pas, en revanche, on peut le sentir. Effectivement, il sent le champignon, tout comme les champignons de Paris ou les girolles que vous préparez pour les manger. Et des fois, quand on prend du sol, notamment les sols forestiers, dans les feuilles, hein, on sent, eh ben, ça sent le champignon parce qu'il y a une molécule traumatique qui se forme quand on casse les cellules, quelles qu'elles soient, l'octénol. Et ça fait qu'au passage, le champignon, vous pouvez le sentir là où vous ne pouvez pas le voir. Si on avait un peu plus d'attention à des sensorialités autres que le visuel, on saurait peut-être lire un petit peu mieux les signaux que nous envoie le microscopique. Dans les sols, il y a aussi des bactéries. Alors les bactéries, c'est plus petit que les champignons, c'est 10 fois plus petit, les cellules de bactéries, ça fait 1 millième de millimètre. Parfois c'est en chapelet, c'est donc absolument pas visible, mais pour le coup, elles émettent, et on ne sait vraiment pas pourquoi, elles fabriquent de leur vivant une molécule qu'on appelle la géosmine, qui en fait donne l'odeur de terre. Quand du sol sent la terre, ils sentent en fait la bactérie. Et même d'ailleurs quand l'air s'échappe du sol parce qu'il a plu, cette géosmine diluée, elle donne la fameuse odeur d'après la pluie. Quand elle est diluée dans l'air, chassée du sol par l'arrivée de l'eau de pluie. Bon, là encore, notre nez, etc., etc. Il n'y a pas que les yeux pour aller vers la nature et le vivant, voire même vers le plaisir ou l'hédonisme dans la vie. Autre groupe qui est formé de cellules qui se déplacent en se déformant et qui, par ces déformations, à la fois sont capables de se déplacer, mais aussi d'emballer des bactéries. Vous avez ici quelque chose qui est une bactérie qui vous donne l'échelle. Je suis désolé, elle ne se déplace pas. Tout devait bouger dans cette présentation, mais on sera dans l'immobile. Cette amibe ici, eh bien, ça fait partie des choses qu'il y a dans les sols. Hein. Elle fait, allez, maximum 0,1 mm. D'ailleurs, vous connaissez les géantes, les amibes géantes, sous le nom de blobs. Alors parfois, les gens connaissent le blob, et c'est marrant parce que vous connaissez les exceptions. Les formes outrancièrement grosses parmi les amibes, sans savoir que quand vous avez un petit peu de terre sous la chaussure, c'est des milliers d'amibes que vous transportez. Voilà ce qu'il y a dans un gramme de sol. Des milliers d'espèces de bactéries, 1 millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. Parce qu'un gramme de sol, pour eux, c'est Lyon et la région lyonnaise jusqu'à Grenoble. Il y a de la place pour en mettre beaucoup dans un gramme de sol. En fait, selon les estimations, entre la moitié et 60% des espèces connues sont des espèces du sol. Si maintenant on prend 1 hectare de nos régions, qu'on imagine tout ce qu'il y a dans ce sol, vous avez 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et 1,5 tonne d'animaux. Si jamais la première chose qui vous venait à l'esprit en pensant à la vie du sol, c'était des animaux, vous savez maintenant combien vous vous trompez. Alors voilà, il y a du monde là. On aurait pu parler effectivement du sable aussi, parce qu'entre les grains de sable, il y a vraiment beaucoup de monde aussi. Mais ce monde n'est pas visible. On peut le sentir quand même. Et il y a quelques signaux, comme la couleur de l'eau de mer, qui ne doivent pas nous tromper. Si je ramasse tout, les estimations, qui sont évidemment des estimations et pas des nombres exacts, d'espèces de champignons, de bactéries, d'amibes, c'est par dizaines de millions qu'il faut les compter, d'espèces. Et comme chacune de ces espèces a une bonne dizaine de virus qui sont des maladies d'elles-mêmes et pas des autres, il y a nécessairement beaucoup plus encore d'espèces de virus, même si on est loin encore de les connaître toutes et de connaître toujours leur action. Bon voilà, le décor est planté. Nous vivons dans un monde de microbes et nous sommes trop gros pour en voir la vie. Alors évidemment, à ce moment-là, vous dites « Ah oui, c'est amusant, c'est un bel effet de présentation », et vous allez retourner manger du bœuf ou des carottes. Et là, vous vous trompez.
Parce qu'en fait, c'est pas qu'un décor. Il y a derrière cette diversité d'espèces une diversité fonctionnelle. La diversité, c'est pas juste le nombre d'espèces. C'est aussi la diversité des actions qu'elles ont sur le milieu quand elles vivent. Et la somme de ces actions qu'elles ont sur le milieu quand elles vivent, ça s'appelle le milieu où nous vivons. Et cette diversité de fonctions, la diversité de fonctions du vivant, c'est la diversité surtout des fonctions des microbes. Bon, allons-y, prenons les sols. Que font les microbes dans les sols? La première chose qu'ils font, c'est ce qui explique que quand il n'y a pas de sol, parce qu'il y a du bitume ou du gravillon, on est obligé de souffler les feuilles. Normalement, quand ça tombe sur le sol, un déchet organique, un hérisson mort ou une feuille, c'est lentement, ça disparaît. Pourquoi? Alors, des fois, c'est mangé par des animaux, oui, mais la plupart du temps, c'est avant tout mangé par les microbes du sol. Exemple de ceci. Vous avez ici ce qu'on appelle un rond de sorcière. Vous savez, c'est quand les champignons tournent, enfin poussent en rond. Alors, il n'y a rien de très sorcier, en fait, là-dessous. C'est tout simple. Ce rond de sorcière, il est dû au fait que le mycélium, la partie invisible qui est dans le sol, est en couronne. Et ça signe des champignons qui mangent une partie de la matière morte du sol. Ils ne mangent pas tout, ils en mangent une fraction. Et en fait, ce qui s'est passé est tout simple. Il y a une spore qui est tombée au milieu, elle a commencé à faire des filaments qui ont grandi en toutes directions, et dans la zone centrale, tout a été mangé de ce qui pouvait être mangé, ça meurt de faim. Donc vous avez un front de mort à l'intérieur, un front de croissance à l'extérieur. Ces cercles grandissent d'année en année. Vous pouvez faire des mesures si vous en avez un sur votre pelouse. Et finalement, ça nous rappelle que d'ailleurs, des espèces qui épuisent leur milieu, il y en a aussi dans la nature. Hein. Sauf que cette espèce-là ne sait pas que ce vers quoi elle va, c'est le bord du champ et qu'elle va vers la mort. Mais elle croit à la croissance. Et tant qu'elle n'atteint pas le bord du champ, elle n'a pas tort de le faire. Alors, ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, surtout, c'est d'envisager le fait qu'en se nourrissant, cet organisme prélève de la matière organique, il en fait de la croissance de son fameux mycélium, de sa structure microscopique, mais, comme vous et moi, il en respire une partie, parce qu'il a besoin aussi d'utiliser des aliments pour faire de l'énergie. Et quand on brûle des molécules avec de l'oxygène, ça fait des déchets, ça fait surtout du CO2. Et effectivement, ces champignons font partie des organismes du sol qui émettent du CO2, mais c'est pas tout. Quand vous brûlez une molécule qui a de l'azote, il vous reste de l'azote minéral. Quand vous brûlez une molécule qui contient du phosphate, il vous reste du phosphate minéral. Vous, c'est pour ça que vous allez aux toilettes, pour uriner. L'urine, c'est les déchets azotés, phosphatés, la respiration. On ne voit pas toujours comme ça, mais c'est littéralement ça. Il faut évacuer ces restes, et nous, on le fait dans l'urine. Quand vous êtes un champignon qui fait des filaments, vous ne faites pas de l'urine, hein, vous bazardez la molécule autour de vous. Et de fait, ces champignons libèrent de l'azote et du phosphate. Et si vous observez bien, l'herbe est un peu plus verte sous le champignon. Mais ce n'est pas à cette saison-là qu'il faut voir les choses. Parce qu'à cette saison-là, le champignon il se reproduit. Il est moins actif en termes de nutrition. Non, ce qu'il faut, c'est regarder au printemps. Et au printemps, on a souvent des cercles d'herbes vertes dans les prairies, dans les pâtures. Ici, nous avons des cercles qui font entre 30 et 80 mètres de diamètre, des champignons qui ont probablement plusieurs centaines d'années, dans des très anciennes pâtures dépouilles. Et vous voyez très bien que là où est le champignon, c'est plus vert. C'est plus vert parce que un des effets de la décomposition, c'est de libérer de l'azote et du phosphate, des ressources qui vont permettre aux plantes de pousser, qui sont des déchets du point de vue du champignon, tout comme l'urine est un déchet pour vous, mais qui peuvent être un engrais, qui peuvent être quelque chose qui va permettre aux plantes de pousser. Donc la décomposition, c'est, comme disait Pasteur, le début de la vie. Car Pasteur avait une vision des microbes beaucoup plus nuancée que les médecins nous l'ont fait croire par la suite. Pasteur qui disait que sans les microbes, eh bien la surface de la Terre serait encombrée de matière morte et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux. Sans eux, et sans cette décomposition dont ils se nourrissent, mais qui leur fait faire des déchets qui permettent le regain de la végétation, eh bien la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète.